Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité: face à la fraude, la République du Congo limite la délivrance du passeport diplomatique. Signé le 20 février, un décret présidentiel modifie les conditions d'obtention et la liste des bénéficiaires du document. Le gouvernement sud-soudanais se montre réticent à signer un accord de paix qui prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement paritaire. Il accuse les pays de la Troïka de contrôler le processus de paix dans le pays. Et puis, itinéraire d'un combat, c'est le nouveau livre de Moustapha Kadi Oumani, défenseur des droits de l'homme, combattant de la démocratie au Niger. Son livre relate tous les grands combats qu'il a menés dans son pays. En raison de la fraude enregistrée, la République du Congo limite la délivrance des passeports diplomatiques. Dans un décret présidentiel pris le 20 février, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, prévoit de réduire considérablement la liste des bénéficiaires du document. Alors à qui s'applique cette limitation? Élément de réponse avec Nelly Claude-Bessa. Le 20 février 2018, la liste des détenteurs du passeport diplomatique congolais est réduite. Et pour cause, le décret signé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, portant sur les modalités de délivrance du précieux sésame, limitant la limite des bénéficiaires du dit passeport. La nouvelle disposition stipule que les anciens ministres, les députés, les sénateurs, les autres membres des institutions de la République, ainsi que leurs familles ne figurent plus sur la liste des bénéficiaires. Elle s'étend également aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, y compris les diplomates qui perdent ainsi leurs avantages et privilèges. L'acte présidentiel apparaît comme une nécessité pour endiguer la fraude et le trafic du passeport diplomatique. Ces mesures ont été prises parce que depuis quelques mois, voire des années, le passeport diplomatique a nourri l'actualité à cause des réseaux divers, avec des cas de fraude et de trafic signalés. Ces pratiques font que des personnes non autorisées sont comptées parmi les détenteurs du passeport diplomatique. Dans ce schéma, il a été signalé l'existence des réseaux impliquant des agents du ministère des Affaires étrangères, dont certains ont fait l'objet de poursuites judiciaires assorties parfois de non-lieu. Il en est résulté que des partenaires ont menacé de lever des exemptions de visa qui les liaient au Congo. Malgré les ajustements évoqués dans le nouveau décret, l'article 10 prévoit que seul le président de la République et le ministre des Affaires étrangères peuvent accorder le passeport diplomatique à une tierce personne en invoquant des raisons d'État. Désormais, seuls les ambassadeurs et les fonctionnaires congolais à l'étranger obtiendront le passeport diplomatique. Le décret que vient de prendre le président congolais Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans une conjoncture du réajustement économique où un ensemble de conditionnalités ont été exigées du gouvernement congolais de la part d'institutions financières internationales telles que le FMI pour que des poches de dépenses non productives du gouvernement soient au maximum minorées. Le passeport diplomatique en lui-même n'est pas coûteux, mais les fonctionnaires diplomatiques induisent l'État dans un ensemble de dépenses parfois qui ne sont pas productives en elles-mêmes. Une période transitoire de 3 mois a été mise en place afin de permettre aux personnalités en déplacement de tenir leurs obligations. Passé ce délai, les autorités annuleront le passeport. Le ministère des Affaires étrangères publiera un communiqué aux partenaires du Congo ainsi qu'aux services en charge de l'immigration pour signifier l'annulation du dit passeport. Alors que la relance des pourparlers pour la revitalisation des accords de cessez-le-feu au Soudan du Sud reste attendue, le gouvernement sud-soudanais fustige l'implication des pays de la Troïka. Les autorités se disent réticents à signer un accord de paix imposé qui prévoit entre autres la mise en place d'un gouvernement paritaire. Covencom FM. S'exprimant ce 28 février à Juba, Michael Makuei, ministre sud-soudanais de l'Information, a ouvertement accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège, pays de la Troïka, de contrôler le processus de paix au Soudan du Sud avec un penchant non dissimulé pour les partisans du rebelle Riek Machar. Revenant sur certaines propositions formulées à l'occasion des pourparlers qui se sont tenus à Addis Abeba au mois de février, Michael Makuei a précisé la réticence du régime de Salva Kiir à procéder à une redistribution paritaire du pouvoir. Le Soudan du Sud n'est pas un cas d'essai où vous apportez n'importe quel principe pour le tester. Le Soudan du Sud n'est pas une entreprise. Le partage du pouvoir est de 51 contre 49%. Le Soudan du Sud est un État souverain et il a le droit de tabler lui-même sur ses problèmes. Même si son indépendance est remise en cause par le gouvernement sud-soudanais, l'autorité intergouvernementale pour le développement, en abrégé IGAD, médiateur officiel dans ce processus, continue de plaider pour une reprise des négociations. L'IGAD a par ailleurs apporté son soutien à l'opération de gel des comptes bancaires des contrevenants au cessez-le-feu signé en décembre 2017. En réalité, aucun des deux cas aujourd'hui ne détient une option définitive.
Il y a un extrémisme extraordinaire dans les deux camps, mais qui, je vous le dis aujourd'hui, est en train d'être battu en brèche par la menace qui vient de l'étranger, qui vient principalement de Washington, en utilisant les deux principales puissances régionales, Érythrée et Éthiopie, effectivement comme levier d'action. Et ça va être où vous marchez, où on vous fera remplacer et on trouvera un terrain d'entente pour créer des conditions de paix et un retour en réalité à la tranquillité dans ce pays-là. Le Soudan du Sud, qui a déjà fait l'objet de sanctions internationales, pourrait en recevoir de nouvelles. Une probabilité qui ne semble pas effrayer le gouvernement de Salva Kiir, qui oppose un non catégorique à toute reconfiguration qui pourrait mettre celui-ci hors course. Le dialogue entre autorités et transporteurs tchadiens a porté ses fruits après quelques semaines de négociations. 12 points sur les 13 revendications. Les transporteurs ont trouvé des solutions favorables, évitant ainsi une nouvelle crise dans le secteur des transports. Mahamat Ramadan et Nelly Claude Bessa. Au Tchad, les sociétés des transports ont décidé de suspendre leur préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi 2 mars 2018 en Djamena. Après plus de 2 semaines de discussions entre les syndicats et le gouvernement, les transporteurs estiment que 90% de leurs revendications ont été satisfaites par les autorités. Une décision qui fait tomber la menace d'une grève des transporteurs qui risquait de paralyser toutes les villes du pays. Nous avons levé le préavis de grève parce que les transporteurs ont estimé que le dialogue entre les syndicats et les autorités en charge du transport avance bien. 12 points sur les 13 revendications que nous avons portées à la table des négociations ont trouvé des réponses favorables et nous avons eu aussi des promesses quant au reste, ce qui montre la bonne foi des autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Cette décision est saluée par les autorités et les organisations de défense des consommateurs qui pensent que la suspension du préavis de grève soulage les populations déjà affaiblies par la crise sociale que traverse le pays. Cependant, certains transporteurs ont émis des recommandations aux autorités pour la régulation des transports frontaliers entre le Tchad et le Cameroun. Déjà, nous avons une convention qui nous lie avec la République du Cameroun, qui est celui de la convention sur le corridor Cameroun-Tchad, sur la marchandise en provenance du Cameroun vers le Tchad. Nous avons dans la convention 65% qui revient aux transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs camerounais. Mais hélas, nous avons constaté par la suite la présence de certains transporteurs tchadiens, mais qui ont leurs camions immatriculés en camerounais. Et vous conviendrez avec moi que, quelle que soit l'origine du camion, quelle que soit la nationalité du camion, c'est cela qui est pris en compte sur le système de quotas, et non la nationalité du propriétaire. Pour rappel, les syndicats des transporteurs avaient émis conjointement un préavis de grève de 3 jours à compter du mercredi 28 février 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant, les tracasseries policières, l'augmentation des taxes communales et la dégradation des voies interurbaines. De la vente de l'uranium au déficit énergétique nigérian et itinéraire d'un combat met en évidence des questions d'actualité sur le Niger. Nouvel ouvrage de Moustapha Kadi Oumani, l'auteur à travers ce livre, souhaite conscientiser ses compatriotes. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Défenseur des droits humains et de la promotion de la démocratie, Moustapha Kadi Oumani vient de publier aux éditions L'Harmattan Itinéraire d'un combat, un nouvel ouvrage dans lequel l'auteur met en évidence des questions d'actualité sur le Niger. Il invite à lire les événements passionnants de l'histoire de son pays à travers une compilation de textes et de témoignages vivants sur les relations tendues entre celui-ci et la France, la vente controversée du radium du Niger à l'Irak, mais aussi le problème récurrent de l'insécurité quasi généralisée. Les premiers chapitres introduisent le lecteur dans la vente très controversée de l'uranium nigérien à l'Irak et expliquent comment les négociations sur le prix de l'uranium ont fait renverser le président Jori Hamani le 14 avril 1974. Le livre aborde ensuite notre déficit énergétique et l'insécurité quasi généralisée que vous, en tant qu'acteur ou observateur averti de notre pays, avez sans doute remarqué avec regret.
De formation aéronautique et passionné par l'écriture, Moustapha Kadi Oumani exprime la nature de ses perceptions à travers ses luttes quotidiennes, partageant ses sensations et sentiments à propos de thèmes variés, offrant un ouvrage porteur d'espoir et de fierté pour le Niger en particulier et pour l'Afrique en général. Ma conviction profonde, qui est aussi mon expérience intime, c'est que ce livre est un puissant vecteur d'émancipation responsable qui invite à penser à l'avenir de nos enfants et à notre pays. En 2005, il a publié Un tabou brisé, l'esclavage en Afrique cas du Niger. Actuellement, il est président de l'ONG Collectif pour la défense du droit à l'énergie, CODAE, du réseau des associations des consommateurs du Niger, RASCONI, et de la plateforme nigérienne des organisations de la société civile pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les grands combats qu'il a menés sont relatés sans détour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.